parfois même vers le handicap fonctionnel. Donc je vous disais tout à l'heure que nous allons vous parler d'une étude qui vient de sortir dans Clinico-Biomécanique, et cette étude qui a été faite en collaboration avec les chercheurs de l'Université de Savoie, et puis, et ça c'est très intéressant, 2 spécialistes de l'isocinétisme qui sont des voisins, puisque nous sommes en Savoie et que nous avons affaire à des chercheurs suisses, et nous sommes très contents de coopérer avec eux, donc avec Francis Degache et François Fourchet. Et cette étude, bien comme vous allez le voir, vient de mettre en évidence que le dispositif Myolux, avec son test fonctionnel, test de terrain, test, on va dire, de configuration prélésionnelle en quelque sorte, eh bien, apporte des informations qui sont plus pertinentes, plus performantes et plus discriminatives quant à la mise en évidence de problématiques ou de déficits sur la production de force des éverseurs. Donc, comment s'est passée cette étude? Eh bien, simplement, il y a eu une comparaison faite entre les tests isocinétiques, suivis par les spécialistes en la matière, et puis le test fonctionnel, qui a permis d'aller étudier une cohorte de sujets sains et des sujets instables, qui a permis de révéler les faiblesses au niveau des éverseurs. Donc, ces tests ont été particulièrement significatifs dans le cadre de l'étude sur le test fonctionnel. Et vous pouvez voir là sur les diagrammes qui vous sont proposés cette différence qui est intéressante, puisque l'isocinétisme n'arrive pas à mettre en évidence un différentiel entre les sujets sains et les sujets instables pour mettre en avant un déficit de force, alors que le test fonctionnel est tout à fait révélateur et permet d'identifier d'une façon très pertinente et surtout très judicieuse pour la thérapie, eh bien, ces patients qui possèdent un déficit pendant la situation que vous avez bien identifiée, cette situation où le sujet est en appui unipodal, il est en train de faire un mouvement d'entorse de cheville, il est en train d'être emmené par le poids de son corps sur un mouvement d'inversion. Et donc, le travail excentrique, le travail freinateur défibulaire, doit être capable de le retenir. Et ce test vient identifier les patients qui n'ont pas la capacité de se protéger contre cette, on va dire, cette descente excentrique du pied retenu par les éverseurs. Donc, en conclusion, et c'est ce que conclut cette étude, nous avons un test isocinétique qui, déjà, par le coût qu'il représente, n'est pas accessible à la majorité des cabinets, donc il y a un élément économique indéniable, et puis il n'est pas suffisamment discriminatif pour séparer immédiatement ou identifier immédiatement les sujets qui sont déficitaires au niveau de la production forte des éverseurs. Le test fonctionnel, beaucoup plus abordable, beaucoup plus facile à réaliser dans tous les environnements, que ce soit au cabinet, que ce soit en club de sport, que ce soit en extérieur ou à domicile même, eh bien, et qui assure effectivement de pouvoir identifier les déficits sur ce groupe musculaire et cette fonction freinatrice pendant le mouvement lésionnaire. Donc voilà, à partir de ces informations, eh bien, vous pourrez en savoir davantage, puisque une formation en ligne sera consacrée à cette étude et surtout à tout ce qu'il faut savoir à propos de la production de force des muscles éverseurs et leur importance dans la protection du compartiment externe de la cheville. Et vous pourrez, si vous le souhaitez, vous connecter le mardi 31 janvier en suivant le lien qui vous sera envoyé secondairement demain par notre service commercial pour pouvoir profiter de tout ce qui vous a été présenté cette soirée. Alors, si on commence par ce qui est classiquement utilisé dans la rééducation en cabinet, rééducation classique, eh bien, vous allez pouvoir vous référer à ce qui est quelque chose de bien connu. C'est tout d'abord un aspect qui est un aspect purement proprioceptif, et puis un aspect qui est un aspect renforcement musculaire. Donc les outils vous sont
connus ou sont habituels. Nous avons l'aspect proprioceptif sur la droite et l'aspect renforcement musculaire sur la gauche. Donc, comme on le disait tout à l'heure, pour les plus heureux d'entre vous ou d'entre nous, la possibilité d'avoir éventuellement un appareil isocinétique pour pas trop diagnostiquer, c'est ce que nous venons de voir auparavant, mais qui peut être un élément de renforcement musculaire excentrique qui n'est pas inintéressant. Ensuite, lorsqu'on s'intéresse à la bibliographie et sur les études qui ont été mises en place par rapport à cette rééducation dite classique, eh bien, il faut se référer à l'étude que vous avez sous les yeux, l'étude de Postol de 2012, une méta-analyse monumentale qui vient parcourir l'ensemble de ce qui a été fait sur les 30-35 dernières années. Et la conclusion, une conclusion qui est interrogative pour nous qui sommes des rééducateurs. Et cette conclusion est simple, il n'y a pas de différence significative entre les gens qui ont été rééduqués et ceux qui n'ont pas été rééduqués sur la capacité de prévenir les récidives chez les gens qui ont déjà été victimes d'une entorse de la cheville. Donc c'est à partir de ce constat que vient se placer le concept Mulux pour essayer de trouver une solution alternative pour la prise en charge et la prévention des entorses de cheville. Donc simplement un petit rappel maintenant sur ce qu'est le concept Mulux, qui a été développé en collaboration entre des équipes de kinésithérapeutes et de chercheurs en biomécanique. Le concept il est basé sur deux caractéristiques principales. C'est une déstabilisation localisée sous l'arrière-pied, autour de l'axe de Encke, qui permet de reproduire le plus fidèlement possible le mouvement d'entorse. On s'est inspiré de la physiologie et de l'anatomie de l'arrière-pied. La deuxième caractéristique, c'est la possibilité d'avoir un ancrage métatarsien qui permet de stabiliser le patient et d'avoir la possibilité de s'équilibrer en générant des forces de réaction. À partir de là, on va pouvoir développer le travail de proprioception dans un premier temps, ciblé sur les propriocepteurs de la cheville, puisque ces deux caractéristiques permettent vraiment de faire travailler les capteurs proprioceptifs situés au niveau des muscles fibulaires et au niveau de l'articulation de la cheville. Donc, vous le voyez sur l'animation, le patient doit chercher à être réactif et à s'équilibrer en ayant une certaine instabilité sur l'arrière-pied, mais qui est très spécifique. On peut le voir sur cette animation. Typiquement, ce qu'on voit sur des patients qui n'ont pas une bonne proprioception, c'est un manque de réactivité face à la déstabilisation, ou alors un patient, comme on l'a vu au début, qui est pronateur fonctionnel, qui est totalement bloqué sur l'intérieur. Quand le patient arrive à avoir une bonne capacité proprioceptive sur ce test, eh bien, il est très réactif face à la déstabilisation et arrive à se replacer au niveau de l'axe vertical de l'articulateur. Deuxième deuxième pilier de la rééducation sensorimotrice avec Mulux, c'est le renforcement en charge des éverseurs en concentrique et en excentrique. Donc, vous voyez à l'écran, on doit être capable d'effectuer ce travail. Surtout, le plus important, c'est de retrouver une bonne capacité excentrique, comme on va le voir sur la vidéo suivante. En excentrique, le patient doit être capable de retenir la chute du pied. Donc on voit là des gens qui ont des déficits excentriques. Et en concentrique, on doit être explosif. Donc vous voyez à l'écran ici des gens qui ont un déficit à la fois en excentrique et en concentrique. En excentrique, ils n'arrivent pas à retenir de manière fluide la chute du pied. Et en concentrique, ils n'arrivent pas à effectuer une remontée explosive et rapide en éversion. On va voir juste après ce que ça donne quand le patient retrouve une bonne capacité excentrique et concentrique des fibulaires. Donc on le voit, à la descente, en inversion, il retient le pied sur toute l'amplitude de l'articulateur et il a une remontée explosive et rapide en éversion. Troisième pilier de cette rééducation, c'est la reprogrammation de l'activité anticipée des muscles éverseurs. On sait très bien maintenant que les gens qui sont en instabilité chronique de cheville, qui font des entorses à répétition, n'ont pas la capacité à verrouiller la cheville au moment de la pose du talon au sol.
c'est quelque chose qu'il faut reprogrammer. Et le travail en locomotion avec une déstabilisation spécifique au niveau de l'arrière-pied permet de retrouver des stratégies d'anticipation et de proactivation au niveau des muscles qui verrouillent la cheville, donc les muscles fibulaires. Alors après ces éléments scientifiques et ces trois piliers comme vous l'a présenté Benjamin, nous sommes des thérapeutes, nous avons besoin d'apporter des preuves du service médical rendu. Et donc ça, c'est le domaine de l'étude de validation clinique. Donc en ce qui concerne ces études de validation clinique, tout d'abord cette étude préliminaire qui est parue dans le journal de traumatologie du sport. Et cette étude préliminaire sur 66 patients qui ont été suivis pendant plus de 6 ans, 7 ans d'ailleurs, eh bien, a été intéressante parce qu'on s'est aperçu que lorsque l'on faisait 10 séances de rééducation comme nous le demande la Haute Autorité de Santé, eh bien, les patients qui avaient des problèmes, soit pour la première entorse de cheville, soit éventuellement des gens qui étaient en instabilité chronique depuis de nombreuses années, ben, restaient à peu près stabilisés, sans récidive, pendant une période de 16 à 18 mois. Et puis ensuite, on a vu apparaître les récidives, des twists, des gens qui ont fait des entorses à nouveau, et on s'est retrouvé à un niveau de récidive qui était de l'ordre de 12%. Bon, plus intéressant que ce qui était relaté dans la littérature, puisqu'on était plus proche de 50%. Et à partir de là, eh bien, on a mis en place un travail d'entraînement, de piqûre de rappel en quelque sorte. Et les patients, après leur 10 séances, s'entraînaient régulièrement, soit chez eux, soit revenaient au cabinet, avec un dispositif spécifique pour entretenir ce qui a été développé avec le kinésithérapeute en cabinet. Et là, nous avons une cohorte qui, au bout de 7 ans, je vous dis, est toujours sur un taux de récidive qui est de l'ordre du 3%. Donc, cette première étude. Une deuxième étude a été réalisée récemment en relation avec les Hospices civiques de Lyon. Et cette étude vient de se terminer. Les résultats sont en train d'être dépouillés et nous serons bientôt en mesure de vous en parler un peu plus. À première, je veux dire pas à première vue, mais selon les premiers résultats, le taux de récidive chez les gens qui ont été rééduqués avec une rééducation classique est plus du double que le taux de récidive qu'on peut constater avec les gens qui ont été rééduqués avec le protocole rééducation Myolux, c'est-à-dire rééducation cabinet et entretien à domicile avec un dispositif spécifique. Donc après cette première partie, cette première présentation du concept, ce qui est important à retenir, c'est tout d'abord la nécessité de venir déstabiliser spécifiquement l'arrière-pied selon son axe physiologique, tout en ayant un avant-pied fixe avec un ancrage métatarsien. Et ça permet effectivement d'optimiser cette rééducation fonctionnelle. Et puis ensuite, eh bien, les études scientifiques, les études de validation clinique viennent apporter effectivement la preuve que ce dispositif a une certaine efficacité. Et en plus, eh bien, on s'aperçoit que la communauté scientifique, surtout dans le territoire américain, japonais, et puis maintenant de plus en plus sur le territoire asiatique, eh bien, viennent apporter des études complémentaires pour valider et confirmer l'intérêt de ce dispositif dans la prise en charge des entorses et de l'instabilité chronique de cheville. On va pouvoir passer à la présentation du nouvel outil, qui est donc le Myolux Medic Evolution. Donc c'est vraiment l'outil qui est destiné aux professionnels de santé et qui intègre maintenant donc, toutes les technologies de l'e-santé, pour faire du diagnostic et une rééducation sur la base de biofeedback. Donc concrètement, le Myolux Medic Evolution, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment un système complet, intuitif, basé sur une application sur tablette, comme je viens de le dire, qui permet de diagnostiquer et rééduquer les patients. Cet outil essaye de respecter le principe d'affordance en neurophysiologie ce principe il dit que c'est essayer de faire quelque chose simple avec quelque chose qui au début est compliqué. Bon, voilà. L'idée c'est d'avoir quelque chose d'épuré simple pour que ça soit le plus facile d'utilisation possible.
On a donc un système qui permet de faire des mesures objectives sur les performances en proprioception et en renforcement musculaire. On va pouvoir chiffrer ces performances. Et tout ça, ça repose sur des algorithmes. Et surtout, ce qui est important, c'est que les paramètres qui ont été choisis, ils ont été identifiés comme pertinents et ont fait l'objet de recherches scientifiques pour vraiment être choisis pour être intégrés sur cet algorithme. On a donc un ensemble qui est composé d'une centrale inertielle, qui est donc le capteur qui va nous donner les paramètres clés. Tout ça est relié à une tablette tactile via du Bluetooth, et sur une application, on va pouvoir donc avoir accès à ces paramètres en termes de proprioception et de renforcement musculaire. Et le tout est permis à travers un chausson biomécanique qui reproduit le mouvement d'entorse et qui permet donc de faire travailler ce renforcement musculaire et ce travail de proprioception. Donc 2 intérêts pour cet outil, pour le thérapeute et pour le patient. En ce qui concerne le thérapeute, l'intérêt c'est vraiment de pouvoir faire du diagnostic objectif. On va chiffrer les performances et surtout on va mettre en évidence les déficits qui sont générateurs d'instabilité de cheville, que ce soit en termes de proprioception ou de renforcement musculaire. On va pouvoir justement identifier l'origine, si c'est plutôt sur le versant musculaire, si c'est plutôt sur le versant proprioceptif, ou les deux, et adapter tout le contenu des séances et vraiment programmer un programme de rééducation. On va pouvoir aussi également illustrer les progrès du patient au fil des séances, donc ça c'est important pour que le patient garde une certaine motivation. Et le chiffrage des performances permet également une meilleure communication à la fois avec le patient et puis à la fois avec les prescripteurs. Et le fait d'avoir une application avec du visuel, du biofeedback, ça facilite nettement la passation des consignes et ça permet aussi au patient de pouvoir éventuellement travailler en autonomie. Pour le patient, le biofeedback, ça lui permet, donc on vient de le dire, de mieux comprendre et de s'approprier les consignes. On va pouvoir, sur certains exercices, notamment sur des exercices qui ne sont pas évidents à première vue à réaliser, je pense notamment à la dissociation entre l'avant-pied et l'arrière-pied, à travers ce biofeedback, on va pouvoir suggérer aux patients les stratégies motrices à mettre en place pour réaliser le bon mouvement, le bon exercice. Là encore, on va respecter ce principe d'affordance, de simplifier les choses pour que ça soit le plus parlant possible pour le patient. Et donc, le fait d'avoir cet outil permet à la fois d'avoir un aspect ludique et donc on va pouvoir entretenir la motivation et impliquer un peu plus le patient dans sa rééducation. Deuxième synthèse sur cette deuxième partie, Myolux donc vient de passer à une version connectée depuis 2016 avec un outil qui est destiné aux professionnels de santé, le Medic Evolution. On a un biofeedback qui permet à la fois au patient de mieux comprendre les consignes et de réaliser les exercices, et la possibilité de diagnostiquer les déficits pour le kinésithérapeute avec un accès aux performances proprioceptives et musculaires. Très rapidement, je vais vous présenter les fonctions générales de l'application sur tablette. Donc vous voyez, c'est une application qui est située sur le bureau d'une tablette. Quand on clique dessus, on atterrit sur un écran d'accueil qui est vraiment le point central de l'application. On a un hexagone où les sommets de cet hexagone représentent le 100% de performance, ce que doit pouvoir faire quelqu'un qui n'a pas de problème d'entorse. En termes de proprioception, donc ça va concerner plutôt l'exercice 1, 2, 3, et en termes de renforcement musculaire, ça sera plutôt sur l'exercice 4, 5, 6. Sur cet écran d'accueil, on a la possibilité de se connecter. Vous avez la flèche qui est entourée en haut et à droite de votre écran. On a la possibilité de se connecter à des fiches patients via un code. Donc voilà, c'est un aspect sécurisé pour pas que les patients qui travaillent en autonomie puissent accéder aux fichiers patients du kiné. Donc l'accès à cette base de données est verrouillé par un code personnel. Quand on atterrit sur les fiches patients, on a la possibilité de créer toutes les fiches patients que l'on veut, avec à l'intérieur des prescriptions, et dans les prescriptions, des séances que l'on vient faire au fur et à mesure. Et à chaque fois qu'on fait une séance, eh bien, les données sont enregistrées sur la tablette dans cette séance. Vous avez également d'autres informations.
comme le niveau de charge de batterie, la connexion Bluetooth, tout ça. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de présenter un cas clinique. À partir d'un patient, on va essayer de construire un peu ses performances en balayant l'ensemble d'exercices pour que vous puissiez voir ce que ça donne sur un cas pratique. Donc passons aux travaux manuels. Tout d'abord, vous voyez un petit peu ce qu'on appelle le protocole de rééducation qui est indiqué dans le pack lorsqu'il est fourni. Et c'est un protocole de rééducation pour les pathologies qu'on appelle pathologies aiguës, donc patient qui vient d'avoir une entorse de cheville, patient qui vient d'avoir un traumatisme au niveau de l'extrémité inférieure de la jambe. Et donc là, eh bien, on suit ce protocole avec toute une période qui va être basée sur la lutte contre la douleur, l'œdème, la mobilisation. Ensuite, on pourra faire un bilan fonctionnel. Alors, bilan fonctionnel en fonction des possibilités du patient, en fonction de sa douleur, et surtout en fonction de la performance qu'il est capable de réaliser. Et au début, la performance va surtout se centrer sur la proprioception, car faite essentiellement en décharge et faite effectivement avec des mouvements qui seront des mouvements toujours de petite amplitude et qui ne viendront pas mettre en péril la cicatrisation ligamentaire. Et puis au fil de la progression, au fil de la récupération, au fil de l'amélioration de la protection musculaire de l'articulation, hein, ce gainage qui va pouvoir se développer, on pourra augmenter et aller vers des exercices qui seront de plus en plus contraignants et des amplitudes qui peuvent être des amplitudes de plus en plus importantes. Par contre, lorsque l'on est sur des pathologies qui sont des pathologies plutôt chroniques, des bilans d'évaluation, eh bien vous le verrez, je vous en parlerai un peu plus tard, on sera amené à travailler d'emblée sur des tests plus globaux, qu'on appelle soit proprioception fonctionnelle, soit renforcement fonctionnel. Et à partir des informations globales, on va pouvoir aller démembrer et focuser sur des fonctionnalités qui sont des fonctionnalités un peu plus adaptées à la situation. Donc tout d'abord dans le domaine de la proprioception, donc trois fonctionnalités comme vous a présenté Benjamin, donc 1, 2, 3. La première qui est la proprioception de repositionnement, c'est tout simplement aller tester et puis ensuite aller rééduquer ce qu'on appelle l'acuité proprioceptive. C'est la capacité à détecter des mouvements de faible amplitude, des mouvements qui sont centrés sur la soutalienne et des mouvements qui auront pour débattement des déplacements inférieurs à 2 degrés. En réalité, c'est 1,7 degrés, c'est les travaux qui ont été faits par Corensen. Et donc là, avec ce dispositif, comme vous le voyez, le patient assis sur sa chaise, le pied dans son chausson, qui est le talon posé sur une cale, et bien on va lui demander tout simplement, comme vous le voyez sur la vidéo qui s'affiche, on va lui demander d'aller cibler sur des mouvements d'inversion et d'éversion, d'aller cibler eh bien, un petit rond vert, se positionner dessus, l'intégrer au niveau cérébral et ensuite, les yeux fermés, d'être capable d'aller retrouver ce positionnement, comme la vidéo va pouvoir vous le présenter assez rapidement. Donc là, vous voyez votre patient qui est en train d'effectuer des mouvements. Et puis, en direct, eh bien, se fera de façon automatique et de façon guidée par le logiciel, se fera le déplacement de la bille rouge, qui pourra aller se positionner sur la cible. Le patient revient en position neutre. Ensuite, les yeux fermés, voilà, position cible. Et ensuite, les yeux fermés, après avoir pris la position neutre, devra retrouver la position qui lui était proposée. Donc, soit le repositionnement est inférieur à 2 degrés et l'essai est validé, soit le repositionnement est entre 2 et 4 degrés, et donc là, il a une pénalité de 5%, et soit le repositionnement se situe au-delà de 4 degrés, donc une erreur supérieure à 4 degrés, et le patient aura une pénalité de 10%. Donc le test est lancé, hein, vous voyez le test qui défile sur la gauche, et puis lorsqu'il a réalisé ces 10 essais, il y a une comptabilisation de sa performance qui viendra s'intégrer, qui viendra s'implanter immédiatement sur le radar, sur la page d'accueil, qui pourra mémoriser sa performance, d'une part pour visualiser
ce qu'il est capable de faire, et d'autre part pour comparer entre la séance initiale, la séance finale, et pouvoir envoyer ce résultat au médecin prescripteur, aux caisses ou éventuellement au confrère qui prendra en charge le patient qui a été réduit. Donc là, on est resté un peu longtemps pour vous expliquer le principe. Vous allez voir que les autres fonctionnalités s'appuient sur la même réflexion, sur le même déroulement, c'est-à-dire la capacité d'évaluer une fonction, et puis ensuite, en fonction du déficit, de venir la rééduquer pour se retrouver avec un minimum, qui est le minimum, on va dire, syndical, hein, le minimum accepté en termes de performance, qui est supérieur ou égal à 75%. Donc là, en ce qui concerne la proprioception de dissociation, c'est une fonctionnalité qui est dédiée à la dissociation entre l'avant-pied et l'arrière-pied. Le patient est-il capable de venir stabiliser son avant-pied avec un ancrage métatarsien, tout en mobilisant de façon spécifique et sur un mode qu'on dit tridimensionnel, c'est-à-dire autour de l'axe de Encke, est-il capable de mobiliser cet arrière-pied sur un mode tridimensionnel pour venir solliciter les capteurs. L'intérêt de cette fonction biomécanique, outre l'adaptation du pied au sol, hein, sur les terrains variés, qui fait un petit peu la spécificité de l'être humain, c'est également de venir stimuler les capteurs proprioceptifs de l'arrière-pied qui se trouvent dans le sinus du tarse et qui ont besoin, pour être activés, de voir cette mobilité de la soutalienne qui se fait sur un mode tridimensionnel. Si le patient a tendance, ou s'il est en situation gestuelle, de ne faire que des repositionnements en pronation-supination, qui est un mode bidimensionnel, eh bien les capteurs ne seront pas activés correctement et l'information aura des difficultés avec des délais beaucoup plus importants pour intégrer les centres nerveux. Donc je vous laisse découvrir un petit peu. On demande simplement, et c'est l'intérêt du biofeedback, hein, le patient est dans son chausson, on lui demande simplement de venir cibler alternativement les deux ovales verts. S'il le fait en tridimensionnel, il pourra se positionner dessus. S'il ne le fait pas, comme vous le voyez, il est sur un mode bidimensionnel en pronation-supination, la bille va dériver et elle sera dans l'incapacité de le faire. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de le laisser travailler un petit peu tout seul, pendant 10 minutes, et vous revenez le voir. Généralement, quand c'est uniquement un problème d'inhibition, un problème de contrôle moteur, eh bien, à votre tour, il est parfaitement capable de faire l'exercice correctement. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez leur demander de recommencer encore une dizaine de minutes, et s'il n'est toujours pas capable de le faire, c'est plus en faveur d'une raideur de la soutalienne, raideur post-traumatique ou vraiment de sous-utilisation. Et là, c'est une vraie indication de thérapie manuelle, hein, de retrouver les glissements qui sont spécifiques à cette articulation soutalienne et qui est de domaine de la thérapie manuelle. Donc vous avez là la possibilité de faire un diagnostic différentiel. Et puis ensuite, eh bien, vous voyez le score qui s'affiche du patient, un score de 80%, qui est tout à fait satisfaisant, et qui sera considéré comme une fonction qui n'aura pas besoin d'être rééduquée. La troisième fonctionnalité, c'est la proprioception fonctionnelle. Proprioception fonctionnelle, je vous disais tout à l'heure, c'est celle qui peut être évaluée en premier dans le cadre des instabilités chroniques de cheville. Et tout simplement, elle a pour but d'évaluer la boucle qui est détection de qualité, des capteurs suffisamment discriminatifs, une intégration dans les centres cérébraux et la mise en place d'une rééquilibration ou d'un repositionnement très fin par rapport à la déstabilisation qui a été engendrée, qui a été subie par le patient. L'exercice, eh bien, c'est à terme d'être capable de maîtriser cette bille rouge à l'intérieur de la surface verte. Donc la surface verte peut partir d'une situation plus étendue quand on est en mode facile, et puis progressivement elle va se restreindre, et le patient devra, les yeux ouverts, puis, et c'est la difficulté, les yeux fermés, comme vous le voyez sur l'image, hein, votre patient qui a les mains sur les hanches. Pas une chanson d'Adamo, c'est une réalité thérapeutique. Donc les mains sur les hanches, il va devoir, avec le genou tendu, être capable de maîtriser cette déstabilisation et de maîtriser surtout la bille à l'intérieur de la surface. Vous voyez, facile, normal, et maintenant la position difficile. Donc lorsqu'il est capable de le faire, et le test dure 20 secondes, quand il est capable de faire au moins 75% de 20 secondes, eh bien on considère qu'il est performant.
Vous avez vu passer un moment l'indication hyperpronation fonctionnelle. Il y a également une maîtrise, enfin du moins un calcul du temps passé en hyperpronation. Voilà, c'est ce que vous voyez à l'écran. Et lorsque les patients passent plus de 25% de leur temps en hyperpronation, on considère qu'ils sont bien souvent porteurs d'une instabilité et qu'ils ont trouvé cette stratégie de défense en venant s'appuyer et en utilisant en permanence le rayon interne, qui est une zone de protection pour éviter d'aller dans le mouvement déstabilisant et le mouvement prélésionnel qui est plutôt sur le bas. Donc voilà, en première synthèse, des exercices qui permettent d'évaluer, mais également de rééduquer en fonction de la performance, et qui donneront l'assurance d'une proprioception de cheville de qualité. Des capteurs qui détectent bien, des capteurs qui sont bien sollicités par le mouvement, et des capteurs qui vont envoyer une information au cerveau qui pourrait être utilisée pour la repositionnement. Exercices qu'on avait l'habitude de faire sur les plateaux instables, multidirectionnels, les mousses, mais qui ont été prouvés par les études de Kears, de Tisdale, comme n'étant pas trop ciblés sur la cheville, mais plutôt ciblés sur la hanche et ciblés sur la région lombaire. La deuxième chose, c'est effectivement de pouvoir rééduquer le patient et de l'amener à un niveau de performance satisfaisant en s'appuyant sur le feedback visuel. Deuxième aspect, deuxième volet, c'est le renforcement musculaire. Donc là, cette démarche va se faire avec une progression, et une progression en avant-propos qui doit être très stricte et particulièrement attentive à ne jamais mettre le patient en situation d'échec. Chaque fois que le patient n'aura pas la capacité de faire l'exercice, soit, comme on le voit souvent dans le sport de haut niveau, ils vont se détourner d'exercice, considérant qu'il n'est pas intéressant parce qu'il se trouve en situation d'échec. Donc c'est jamais une bonne chose. Et puis la deuxième chose, c'est chez les patients qui sont souvent assez combatifs ou qui sont motivés par leur kinésithérapeute, ils auront tendance à prendre des compensations qui ne sont pas du tout en adéquation avec la demande de l'exercice. Donc il faut être vraiment vigilant à ce moment-là et être capable d'accompagner le patient à passer un cap de la situation bipodale que vous avez en bas et à gauche, avec un délestage progressif sur le membre qui est en train de travailler, et l'amener progressivement à être capable, en appui unipodal, en charge totale, d'effectuer le mouvement, au moins un mouvement d'inversion en charge sur toute l'amplitude du mouvement, en le contrôlant, et ensuite d'être capable de faire un mouvement concentrique, vous l'avez vu tout à l'heure sur la présentation de Benjamin, mouvement concentrique explosif pour revenir à la position d'éversion, position de départ. Quand le patient est capable de faire ça, genou tendu, là on peut rentrer dans un mode de renforcement avec une comptabilisation, avec une série de répétitions pour l'amener à un niveau qui est un niveau qui sera considéré comme satisfaisant. Donc là, les fonctionnalités qui vont vous être proposées, c'est tout d'abord la capacité, et on l'a vu tout à l'heure en introduction, capacité d'évaluer et ensuite de rééduquer la production de force sur un mode excentrique. On va passer assez rapidement parce que vous en avez vu pas mal de choses tout à l'heure. C'est la capacité, en appui unipodal, de maîtriser le mouvement d'inversion dans toute son amplitude, et ça en charge totale de poids de corps. Et le patient aura devant les yeux une petite bille qui viendra objectiver, qui viendra lui donner comme information le pic de vitesse que sa cheville est en train de réaliser pendant le mouvement. Et le pic de vitesse qu'il devra contrôler à terme, quand il sera performant, c'est un pic de vitesse inférieur à 60 degrés par seconde. On commence par des pics de vitesse qui sont plus rapides, ils commencent vous voyez, à 100 degrés par seconde, donc la bille devra être maintenue, pas passer en dessous de la barre, on passe à 80, et puis enfin, situation difficile sur un pied, le patient doit maîtriser cette bille, vous voyez, qui descend, qui doit être contrôlée sur un mouvement excentrique, et éviter de la faire passer en dessous de la barre pour ne pas avoir des comptabilisations négatives. Donc, vous voyez, le patient qui fait son exercice sur la gauche, la bille qui va pouvoir être contrôlée et rester au-dessus. Et puis lorsque l'essai sera un essai non contrôlé, la bille va
passer en dessous et venir comptabiliser un essai de façon négative. Donc vous voyez, c'est ce que vous venez de voir avec le 1 rouge qui s'affiche et qui va être pris en compte dans le score final. Donc le patient doit effectuer 20 répétitions, et bien 20 répétitions uniquement en excentrique. C'est-à-dire qu'il descend en charge unipodale sur un pied, ensuite il repose l'autre pied, il remonte en position de départ et il recommence son exercice. Là vous avez la calcul du score avec une présentation sur le radar comme habituel. Sur l'aspect concentrique, écoutez, je me contente de vous dire assez rapidement, c'est le contraire, c'est-à-dire que sur le même exercice, en même situation, pardon, le patient part d'une position d'inversion, il va devoir remonter en éversion de façon explosive. Cette fois-ci, c'est la bille qui se trouve en bas qui va devoir franchir la barre qui se situe sur un niveau de plus en plus haut, donc de plus en plus difficile à réaliser sur un mode explosif. Donc voilà, votre patient qui part sur une inversion, qui va reposer l'autre pied, qui redescend en inversion, qui relève son pied et qui exécute son mouvement. Et son mouvement eh bien, sera matérialisé avec cette bille rouge qu'il faudra faire passer au-delà de la barre qui lui est proposée. Donc là, on passe tout de suite la barre haute, hein, et donc le patient doit essayer de passer au-delà de 250 degrés par seconde, quelque chose qui est pas facile à effectuer et que l'on réserve généralement au monde du sport, pas forcément du haut niveau, mais du sport intensif, et qui a une vision plutôt de performance, parce que cette explosivité a une capacité à donner au patient, on va dire, un pied plus explosif, un pied plus réactionnel. C'est ce qui nous a été communiqué par la Fédération française de handball, qui utilise le dispositif depuis 5 ans maintenant. Et lorsque les sujets, les sportifs s'entraînent régulièrement, eh bien, ils ont un pied qui est plus explosif et plus en adéquation avec les demandes de leur sport. Et d'ailleurs, les Français jouent en ce moment, et je ne peux pas vous dire quel est le score. Je sais qu'à la mi-temps, ils étaient menés 14-15, mais je ne peux pas vous dire ce qu'il en est actuellement. Donc voilà le calcul du score avec un résultat qui va s'afficher pour ce renforcement concentré. Et enfin, la dernière fonctionnalité, c'est, eh bien, on va dire, la synthèse du tout. La synthèse du tout, où là, le patient, en situation unipodale, de la même façon qu'il était positionné pour les exercices précédents, va devoir exploiter les différentes fonctionnalités, les différentes propriétés qu'on a vues auparavant. Et ces différentes fonctionnalités vont se suivre voilà, sur un cheminement qui va s'afficher à votre écran, petite sinusoïde. L'objectif, c'est de maîtriser en permanence la bille à l'intérieur de cette sinusoïde. Et donc, le patient aura l'obligation d'avoir des qualités excentriques lorsque la sinusoïde va descendre, concentriques lorsqu'elle va monter. Pour maintenir la bille au centre du chemin, il devra faire un travail isométrique et une coordination intramusculaire de qualité. Et enfin, comme vous l'a dit Benjamin, souvenez-vous du troisième pilier hein, pour obtenir une rééducation de qualité, eh bien, il devra prélever des informations sur la partie droite de l'écran, hein, sur la sinusoïde qui va se dérouler. Voilà, ce sont les consignes pour l'instant. Vous allez avoir à l'écran en direct le déroulement. Eh bien, le patient, tout en étant positionné correctement sa bille sur l'écran, sur la partie gauche de l'écran, devra prendre des informations visuelles sur la partie droite et pour anticiper la déstabilisation à venir et commencer à mettre en place les patterns d'activation qui seront adaptés pour réaliser correctement l'exercice. Donc vous voyez, le patient contrôle le mouvement, il a un score qui vient également s'afficher. Et vous avez eh bien, la totalité des fonctionnalités qui sont évaluées, qui seront un élément de départ comparatif, qui pourront servir en permanence d'évaluation dans la progression, et qui pourront servir de communiquer avec ceux qui en auront besoin, l'état du patient, sa progression et peut-être le chemin qui reste à parcourir. Donc voilà, vous voyez sous les yeux la synthèse numéro 4, je vous ai pratiquement tout indiqué au cours de cette explication.
Ce n'est que la reprise de ce qui est intéressant à retenir pour ces différentes synthèses. Comme ça a été dit, à partir de cet hexagone que l'on vient de construire, on l'a vu ensemble, hein, on a balayé exercice par exercice l'ensemble de ce que l'on peut faire travailler avec aux patients. Et donc, une fois qu'on a construit ce radar, on a la possibilité de générer au format PDF un rapport pour laisser une trace un peu de la séance et de voir le bilan initial en format PDF. Donc pour cela, il suffit de générer un rapport, comme c'est marqué sur votre écran en bas et à gauche. Et puis, vous allez avoir un rapport PDF qui va se construire et qui va vous reprendre, exercice par exercice, l'ensemble des performances et également une synthèse graphique. Donc on va pouvoir le voir sur une petite vidéo. Comment se construit le rapport PDF. Donc une fois que vous avez fait votre séance à votre patient, on a construit le radar avec visuellement un coup d'œil, on peut très rapidement voir les déficits. Et pour générer le rapport, on va le voir juste après. On va sélectionner le patient. Vous allez voir, voilà, on clique sur générer un rapport et automatiquement, au format PDF, vous avez un bilan qui apparaît avec le nom du patient, la cheville qui a été mesurée, le rappel graphique et le bilan détaillé, exercice par exercice, avec le rappel du score et un petit texte qui vous dit où se place le patient, si la performance est plutôt satisfaisante ou s'il y a un travail important à faire dessus. Et après, donc c'est très facile de pouvoir envoyer ce bilan au prescripteur, au patient, pour vraiment avoir une bonne communication sur toute la chaîne thérapeutique. Ce qui est intéressant également, après avoir fait ce bilan initial, donc ce qui serait une séance 1 ou une séance 2, en l'occurrence là c'est une séance 1, c'est de pouvoir la comparer à la fin de la rééducation, donc une séance 8, 9 ou 10. Sur l'exemple, c'est une séance 8. Et vous avez la possibilité de superposer les deux séances. Comme on le voit, là, ce serait pour un pied gauche. Vous avez donc notre première séance, le bilan qu'on a fait ensemble en plutôt saumon, et puis en un peu plus foncé, la dernière séance. Et là, vous voyez nettement l'amélioration qui a été faite au niveau des performances en proprioception et en musculaire. On a notre radar qui est pratiquement, qui recouvre pratiquement tout l'hexagone. Donc déjà d'un coup d'œil on peut voir le gain de performance et toujours pareil, en générant un rapport, on va avoir la possibilité de faire ce qu'on appelle un bilan comparatif automatiquement sur du PDF. Vous allez avoir la comparaison de la séance initiale, bilan initial, et de la séance finale, bilan final, et le gain de performance qu'a eu votre patient, et de voir si tout le travail a été bénéfique ou s'il reste encore des zones à travailler. Donc la synthèse, c'est pareil, hein, c'est une redite de ce qui vient d'être présenté. On a à la fois un outil qui permet de faire des diagnostics objectifs en cabinet et qui permet vraiment de chiffrer de manière facile les performances en proprioception et en musculaire. Un outil qui est déjà, comme on l'a dit, utilisé par les clubs sportifs et qui permet aussi d'améliorer la communication sur toute la chaîne thérapeutique entre les prescripteurs, les professionnels de la rééducation et le patient. Si vous voulez plus d'informations, des demandes de présentation ou des devis, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez toutes les coordonnées qui s'affichent au bas de la page. Et puis on va vous parler simplement de cette publication qui a eu lieu fin 2015. Oui, cet ouvrage très intéressant. Juste avant, pour ceux que ça intéresse, je viens d'avoir l'information, donc les Français ont battu les Suédois 33-30 et donc sont qualifiés pour les demi-finales. Alors, pour en revenir à cet ouvrage qui a été conduit par deux chirurgiens de la cheville éminents en France, Yves Tourné à Grenoble et Christian Mabille à Limoges, cet ouvrage qui s'est... et ces deux
ces deux rédacteurs se sont entourés des gens qui connaissent parfaitement la cheville et qui font un petit peu l'actualité dans ce domaine. Et donc, il permet effectivement pour les gens qui s'intéressent à la cheville d'avoir une connaissance vraiment exhaustive, très intéressante sur tous les domaines. À part de l'anatomie, ça va jusqu'à la chirurgie, on va dire, réparatrice et éventuellement la chirurgie d'accompagnement du handicap. Si vous êtes intéressé par cet article, par cet ouvrage, je vous conseille vivement de vous le procurer. Simplement quelques petites références pour garder les contacts sur Facebook, pour suivre les actualités autour de Mulux, les formations, les événements, également sur Twitter, beaucoup d'informations sur les événements, un site, mulux.com, et vous avez également tous les contacts, mail, téléphone, et comme je vous l'ai dit au début de la présentation, on a également une chaîne YouTube, Mulux sur YouTube, avec beaucoup de vidéos en tout genre, et notamment toutes les vidéos qui vous ont été présentées ce soir sont sur le site de YouTube. Voilà, il ne reste plus qu'à vous remercier et on va pouvoir prendre un petit temps pour répondre à toutes les questions. Et il y en a déjà quelques-unes qui ont été posées. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez. Alors, Benjamin, si tu veux bien nous lire les questions. Alors, pour les exercices sur Médic, les amplitudes d'inversion et d'éversion sont contrôlables. Question de Mehdi. Oui, alors il y a effectivement au niveau de l'articulateur un curseur de réglage, curseur qui va nous permettre d'avoir des amplitudes différentes en fonction de l'objectif et en fonction des fonctionnalités. Il y a un réglage central qui, lui, va offrir un tout petit débattement qui sera l'occasion de démarrer les exercices dans un environnement très sécurisé, comme je vous le disais, de façon à ne pas mettre en tension le ligament en cours de cicatrisation. Il permet de lever l'inhibition, de commencer à stimuler les propriocepteurs, commencer à travailler la dissociation d'avant-pied à arrière-pied, et on peut même faire un petit travail contre le poids du pied, de travail excentrique concentrique. Il y a un deuxième réglage qui lui est un réglage dédié à la proprioception qui va effectuer un débattement de 15 degrés de part et d'autre de l'axe vertical et donc qui pourra générer en charge ces mouvements d'inversion, d'éversion, de déstabilisation et de contrôle, comme on l'a vu sur la présentation. Et puis un troisième réglage qui est dédié au renforcement musculaire en charge, qui est un point d'appui à 5 degrés en valgus et qui va pouvoir parcourir l'amplitude d'inversion qui va jusqu'à 35 degrés. Alors 35 degrés, pourquoi? Parce que on sait maintenant, après plusieurs études, plusieurs papiers qui ont mis en évidence des entorses qui se sont déroulées en temps réel, alors qui n'avaient pas été prévus pour ça, mais comme les sujets étaient dans le cadre d'études avec des prélèvements de paramètres physiologiques, eh bien, malheureusement pour eux, mais heureusement pour la science, il a pu être enregistré d'une part les pics de vitesse qui génèrent l'entorse de cheville, et c'est de l'ordre de 600 à 650 degrés par seconde. Donc, vous voyez une rotation, hein, un mouvement d'inversion qui est très très rapide. Et puis la deuxième chose, c'est l'amplitude à partir de laquelle le ligament va être mis suffisamment en tension pour se léser, voire se déchirer, voire se rompre. Et c'est une amplitude qui est de l'ordre de 40-41 degrés. Donc avec les 35 degrés, vous avez un patient qui n'ira pas au-delà de ce qui est dommageable pour son ligament. Ensuite, on a Marie qui nous demande quelle est la précision du capteur inertiel et s'il est sensible aux champs magnétiques et aux éléments ferreux. Alors Benjamin, je crois qu'il va pouvoir répondre. Le capteur inertiel, en effet, hein, c'est quelque chose qui est très précis. Hein. On est de l'ordre du degré. Hein. C'est un capteur qui est équipé d'un gyroscope, d'un accéléromètre et d'un magnétomètre. Nous, le magnétomètre ne nous sert pas, on utilise les données de l'accéléromètre et du gyroscope. Donc c'est quelque chose qui est très, très précis. On utilise donc les pics de vitesse angulaire pour les exercices de renforcement musculaire. Et le positionnement angulaire est calculé à partir de l'accéléromètre, donc c'est des choses qui sont très précises. Après, en effet, si dans votre cabinet vous avez un aimant gigantesque à côté de vous,
il est possible que ça perturbe la centrale. Pour l'instant, on n'a jamais eu de retour de ce genre-là, mais en tout cas, oui, sur le papier, c'est possible qu'un aimant puisse perturber la centrale. On peut considérer qu'un cabinet situé à côté d'une IRM pourrait être éventuellement déstabilisé dans cette situation. Ouais. Ensuite, on a Yannick qui nous demande, lorsqu'on fait un test sur 2 pieds et que le score est de 90%, par exemple, parfois le score donné sur un pied n'est que de 45%, n'est pas de 45%, pardon, il est de 40%. Pourquoi est-ce que ce n'est pas divisé par 2? Que je répète? Oui, et si tu veux répondre. Alors lorsqu'on fait un test sur 2 pieds et que le score est de 90% par exemple, parfois le score donné sur un pied n'est pas de 45, il est de 40. Alors c'est peut-être si à la fois il y a l'élément facilitant la gestion de la difficulté et également la position. C'est peut-être aussi pour ça qu'il peut y avoir une petite différence de quelques pourcents. Oui, je pense que ça doit être ça, effectivement. Si à la fois il y a des éléments facilitants et on est en position assis ou sur 2 pieds. Pour l'instant, je vois s'il y a des choses à compléter, j'y reviendrai après. Alors, on va garder la question en mémoire et puis on interrogera le responsable scientifique, Romain Terrier, qui a été le chef de développement de ce logiciel. Et donc, je pense que Yannick il sera tout à fait en mesure de donner la réponse. Ensuite, lors du renforcement excentrique, être à côté du patient pour contrôler qu'il n'y ait pas de translation du bassin. Si on laisse le patient tout seul, il est capable de le faire sur un pied qui a fait une forte translation du bassin. Oui, bah, ça revient exactement à ce que je disais. Hein. Il faut être attentif au moment de l'apprentissage de l'exercice, au moment de mise en situation du patient. Il y a des compensations, il y a parfois une translation du bassin, il y a parfois, je vous fais voir avec la main, je sais pas, vous allez me voir, le patient, au lieu de faire une inversion, je vais me mettre ici, au lieu de faire une inversion qui démarre au niveau de l'arrière-pied et qui va lui amener progressivement le contact avec le 5e métatarsier au niveau du sol, ben, le patient qui est déficitaire, lui, va d'abord faire une flexion plantaire, puisqu'il maîtrise bien, entre autres, avec le péroné antérieur, le tibial antérieur, excusez-moi, et puis une fois qu'il a l'avant-pied au sol, il va tourner son pied pour pouvoir faire travailler ou faire croire qu'il a fait travailler correctement les fibulaires. Donc ça, c'est toutes des choses qui sont indiquées, qui sont apprises pendant la formation qui vous est proposée lorsque vous vous équipez du dispositif. Et il suffit d'être présent pour ne pas faire attention que le patient ne met pas en place ses compensations ou qu'il n'est pas en situation d'échec. Mais effectivement, la translation du bassin est une expression de ce type de compensation. Ensuite, autre question de Yannick. L'outil est très intéressant pour des bilans post-rééducation de cheville, mais lorsqu'on doit tester une équipe de pros de basket, par exemple, nous n'avons pas la période de familiarisation. Et donc en one shot, est-ce que les mesures sont reproductibles? Alors, on n'a pas la période d'apprentissage soit. Par contre, ce qui est intéressant, comme je vous disais, c'est toujours de travailler sur la fonctionnalité 3 et 6. Et là, on voit très vite les gens qui sont des gens plutôt opérationnels et on n'a pas besoin d'aller un peu plus loin dans l'évaluation. Par contre, lorsqu'on constate des déficits, eh bien, on voit assez rapidement pour la proprioception si c'est plutôt un problème de repositionnement tridimensionnel ou bidimensionnel. Et donc, on va aller tester la dissociation. Aussi, c'est des patients qui ont des grands débattements. On s'aperçoit très vite que la détection n'est pas de très bonne qualité. On est plutôt sur un problème d'acuité proprioceptive. Ensuite, lorsque l'on est sur le renforcement fonctionnel, eh bien, on voit de façon évidente un patient qui, parce qu'il essaye de suivre la sinusoïde vers le bas, le pied va s'effondrer très rapidement, donc il est plutôt déficitaire en excentrique, ou lorsqu'il souhaite remonter, il reste bloqué en situation basse en étant incapable de ramener le poids du corps. Donc on se rend compte assez rapidement où pêche la performance, et on peut effectivement très rapidement le mettre en situation de réaliser l'exercice en lui demandant de poser l'autre pied au sol, le pied est complètement à plat, et puis progressivement sur la pointe du pied, sur la pointe du gros orteil,
peut même le mettre sur un pèse-personne pour qu'il ait conscience de la répartition du poids du corps entre le membre qui travaille et celui qui est là pour l'aider, ou éventuellement sur un ballon en mousse et en lui demandant progressivement diminuer la compression du ballon entre son pied et le sol. Ensuite, Daniel qui nous demande comment rééduquer une entorse en interne. Alors, on peut rééduquer l'entorse en interne, par contre, on n'aura pas la visualisation parce que le logiciel n'a pas été pour l'instant conçu pour ça, mais vous avez les moyens mécaniques de le faire avec le dispositif. Il suffit de tourner de 180 degrés la partie avant pour déstabiliser en interne sur le valgus et de faire un quart de tour à l'articulateur pour générer l'affaissement du compartiment interne, l'affaissement de la voûte interne, qui va être un mouvement qui viendra obliger le patient à travailler sa musculature et travailler également sa proprioception de qualité. Eh bien écoutez, au niveau des questions, on a l'air d'avoir fait le tour. S'il y en a encore qui veulent être posées. Oui, Andrea qui nous demande, est-ce qu'il faut abandonner la rééducation sur plateau de Freeman, bossu ou Diner? Comme vous l'avez évoqué, cela entraîne une stratégie de hanche pour se rééquilibrer. Alors, abandonner surtout pas. Il s'avère avec les travaux néerlandais et canadiens que je citais en 2012, il s'avère qu'ils sont particulièrement performants pour la hanche et pour le dos. Et si je ne m'abuse, les pathologies de hanche et de dos, c'est quand même des éléments importants dans la pratique d'un cabinet. Donc les prothèses de hanche, les interventions chirurgicales, les lombalgies, les récupérations après intervention pour hernie discale. Tout ça est une excellente et très très bonne indication. Après, dans le domaine de la cheville, pour aller reprogrammer les paramètres spécifiques qu'on a évoqués, ils ne sont pas les plus opportuns. Par contre, lorsqu'on est sur des fonctionnalités qui ont récupéré une performance, ils sont tout à fait intéressants pour reprogrammer une gestuelle d'ensemble, reprogrammer une stabilisation du membre inférieur, des repositionnements segmentaires, c'est tout à fait intéressant, au même titre qui est tout à fait intéressant quand on a des sujets porteurs d'instabilité chronique de cheville, d'aller s'intéresser aux stabilisateurs latéraux de hanche, parce qu'on sait qu'ils sont déficitaires, et là nous avons des exercices avec des résistances élastiques qui sont tout à fait connus et tout à fait performants. Et puis, il est important de mettre le patient en situation de locomotion, en situation de réception sur l'avant-pied, en situation de changement de direction, en situation de franchissement d'obstacles. Et ça, on peut le faire avec le chausson déstabilisant auquel on a enlevé la centrale inertielle pour permettre tous ces déplacements et éviter effectivement que le patient n'ait été rééduqué que sur un mode purement analytique. Il faut bien comprendre qu'il y a un maillon de la chaîne qui est déficitaire, il a des paramètres spécifiques pour être performant, on va les mesurer, on va les rééduquer, et une fois que ce maillon a retrouvé son bon niveau, on le réintègre dans une gestuelle d'ensemble comme il est habituel de le faire dans une rééducation de qualité. Daniel qui nous demande également si on peut utiliser le dispositif sur des plateaux mobiles. Fait référence à eMove ou Uber. Oui, tout à fait. Bon nombre de cabinets, effectivement, lorsque le patient, alors ça c'est le prolongement de ce que j'ai dit auparavant, à partir du moment où le patient a retrouvé des paramètres proprioceptifs, des paramètres de force et de coordination et de boucle sensorimotrice de qualité, effectivement, ces plateaux sont tout à fait intéressants pour aller au-delà et mettre le patient en situation de déstabilisation globale. Tout à fait. Cette fois, a priori, c'est bon. On a l'air d'avoir fait le tour. Parfait. Écoutez, merci encore pour votre présence. Passez une bonne soirée. Bon appétit si ce n'est encore fait. Et puis peut-être bonne visualisation en replay du match que les Français ont, semble-t-il, passé avec bonheur. Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Et puis peut-être au plaisir d'échanger avec vous ultérieurement. Merci, au revoir.